Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, suite de notre mois spécial DH20, notre classement des 20 meilleurs joueurs NBA. Place aujourd'hui à la 7e, à la 6e et à la 5e place. On se rapproche petit à petit du numéro 1. Avec moi aujourd'hui, je suis comme pendant tout ce mois DH20 très bien accompagné. J'ai avec moi Amine. Comment ça va Amine aujourd'hui? Au top, comme d'habitude, et toi Ben? Ça va très très bien. La fatigue s'accumule, mais le mois DH20 va bientôt s'achever avec les premières places, donc on est plutôt heureux. Et puis avec nous aussi, on a Constant qui sera une des stars de cet épisode par rapport à un des joueurs qu'il a classé. Donc comment ça va Constant? Ah ça va, je suis très content parce qu'on va, parler peut-être du joueur dont j'ai le plus envie de parler dans ce DH20, c'est dans cet épisode. Donc, voilà, ce n'est pas un joueur du Thunder qu'on a déjà mentionné, c'est un joueur présent dans cet épisode. Effectivement, pour l'anecdote, je leur ai tous demandé, allez, s'il y a un joueur pendant que je faisais les plannings dont vous voulez parler, quel est le joueur en question? Eh bien, Constant, tu m'as répondu Bip, le joueur dont on va bientôt parler. Donc, effectivement, on va en parler aujourd'hui. Alors, si vous découvrez le DH20 à l'occasion de cet épisode, on vous invite vraiment à aller écouter sur les plateformes de podcast ou sur YouTube dans l'onglet, dans la playlist DH20 2023, tous les épisodes pour un peu voir la façon dont on comprend le classement, dont on va un peu construire nos classements parce que c'est très important, surtout aujourd'hui avec le 7e qui est un peu différent des votes des auditeurs. Alors, on va pas perdre plus de temps, on va démarrer, mais avant ça, petit rappel du classement effectué jusque-là. Alors, le classement devrait s'afficher sur YouTube pour ceux qui nous regardent. À la 21e place, on avait donc Jamal Murray, et oui, DH20, mais on nomme toujours tous les ans le 21e. 20e, De'Aaron Fox, 19e, James Harden, 18e, Jalen Brown, 17e, Paul George, 16e, Bam Adebayo, 15e, on avait donc Ja Morant, 14e, Donovan Mitchell, 13e chez Gilgeous Alexander, 12e, pourquoi je l'ai dit en entier, on ne sait pas, 12e LeBron James, 11e Anthony Davis, 10e Damian Lillard, 9e Joel Embiid, 8e Kevin Durant, et aujourd'hui on enchaîne à la 7e place avec Devin Booker, le fameux joueur dont vous voulez parler Constant, 20e en 2020, 16e en 2021, 11e en 2022 et maintenant 7e. On est donc sur un joueur qui, année après année, gratte des places au classement. Mais on est surtout sur un joueur chez lequel il y a pas mal de différences entre les votes, nos votes à nous et ceux des auditeurs, parce que chez les auditeurs, Devin Booker se classe 9e. Donc, question pour toi, Constant, tu l'as classé 5e de ton classement, donc loin du top 4 dont on a déjà parlé dans les précédents épisodes. Il y a un top 4 qui se dégage cette année, on en parlera très bientôt dans le prochain épisode. Pourquoi tu l'as classé donc à la 5e place? Déjà, c'est intéressant de voir que dans le classement, celui qui suit Kevin Durant, c'est son coéquipier puisque c'est Devin Booker. Mmh. Après moi je l'ai mis 5e, c'est vraiment le meilleur des autres. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a un top 4 et si on prend mon classement au moment où j'avais envoyé le classement à Ben, ce tiers-là, qui va donc de 5 à 12, c'était le tiers les joueurs d'élite, mais avec, quelques interrogations. Devin Booker, pourquoi je l'ai classé en 5e position? Parce que pour moi, c'est celui qui représente le moins d'incertitudes, le moins d'interrogations, c'est le plus complet de tous. Il est capable d'être un shooter d'élite, il est capable de driver, on va y revenir après, capable de provoquer des lancers, il y a eu une amélioration constante d'année en année défensivement. Il y a eu des progrès au playmaking qui peuvent encore être améliorés. Donc oui, pour moi, c'est le meilleur des autres et j'ajouterais encore une fois au niveau des critères, évidemment, je suis biaisé par, ce qui a pu se passer en avril et ce qui a pu se passer en mai dernier. Mais, je déjà, si sans ce run de play-off assez, historique de Devin Booker, je l'aurais déjà classé très haut parce que dans mon approche de la NBA, dans ce que je valorise, savoir les porteurs de balles, l'arme du pull-up, je valorise aussi une mi-distance. Alors, voilà, la communauté analytique va pas aimer ce que je dis, mais pour moi, je valorise beaucoup plus le mi-distance que, à certains membres peut-être de Dunk Hebdo. Donc pour tous ces critères-là, c'est pour moi le plus complet. C'est, celui qui a le moins de points d'interrogation et c'est peut-être celui où je me dis: «De ce tiers 2, s'il y a un joueur que je dois choisir en tant que première option pour m'emmener au titre, c'est probablement Devin Booker». Alors beaucoup de choses ont été dites pour justifier ça. Amine, tu es parmi ceux, dans le podcast qui ont aussi, Devin Booker très haut parce que tu l'as à la 6e place, donc pas très loin de cette première place, de ce second chapeau ou 3e chapeau selon la manière dont on va interpréter les choses. Même chose, pourquoi avoir classé Devin Booker là? Et puis, si on peut enchaîner petit à petit les gars,
Parlons de ces playoffs, en fait, parce que je pense que notre classement est constant. On l'a déjà dit, on peut pas enlever la performance qu'on a vue offensivement de Devin Booker sur ces derniers playoffs pour justifier en partie la manière dont on l'a classé. Ouais, clairement, comme tu viens de le dire, en fait, est-ce que peut-être l'effet playoff a Constant dit que non, moi, peut-être que l'effet playoff a joué un petit peu, il a été incandescent, tout simplement, pendant ces playoffs. Il a été le meilleur joueur de son équipe, alors qu'il avait Kevin Durant à côté de lui. Heu, Moi, si on enlève un petit peu les playoffs, on est quand même sur un joueur qui a gommé beaucoup de ses défauts d'avant aussi. Et ça me plaît beaucoup. C'est un joueur qui s'est mis à défendre intelligemment. C'est un joueur qui est devenu plus intelligent dans ses choix aussi. Bon, après, effectivement, quand on sort une série de playoffs avec 51% à 3 points, 60% quasiment sur catch and shoot et 48% sur pull-up sur 4 tentatives en 11 matchs de playoffs, c'est complètement fou. Et en fait, j'ai l'impression que j'ai du mal à lui trouver beaucoup de défauts, en fait. Dans toute cette, justement, ce tiers 2, 3, on va dire, derrière les 4 au-dessus, c'est peut-être celui qui a le moins de gros défauts. On est sur un joueur qui est un plus complet, qui est capable donc de porter la balle, de créer pour les autres, mais de manière secondaire pour l'instant. On va voir ce qu'il va être capable de faire de manière primaire la saison prochaine, mais en tout cas qu'il le fait bien déjà et qui est capable à côté de ça de prendre l'équipe sur ses épaules et d'être bon sur tous les compartiments du terrain. Maintenant, il y a quand même peut-être que le défaut, il est allé chercher du côté de quelque chose peut-être qu'on a un petit peu sous-estimé pour ceux qui l'ont classé vraiment haut, c'est la variance justement sur ces pull-ups. Alors autant je suis d'accord avec Constant que moi aussi je trouve que le mid-range finalement c'est l'apanage des stars. C'est-à-dire que le mid-range il a pas beaucoup de valeur quand c'est Jeremy Grant qui les prend, mais quand c'est Devin Booker qui les prend, ça a énormément de valeur en réalité. Du coup, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les pull-ups, effectivement, là, il sort d'une saison régulière où il a tourné à 31% sur ses pull-ups à 3 points. La saison d'avant, c'était 36%, donc c'était vraiment bien, parce que bon, les 48% en playoff, faut pas non plus rêver. C'était quand même une surchauffe, on peut pas imaginer ça autrement. Mais la saison d'avant, on était encore sur 31%, donc peut-être que cette variance, on l'a pas assez pris en compte peut-être quand on l'a classé aussi haut, c'est peut-être le défaut. Mais je pense que néanmoins, quand on regarde les joueurs qu'il a à côté de lui, c'est peut-être ils ont aussi ce défaut généralement, donc et peut-être d'autres. Donc voilà pourquoi je l'ai classé aussi haut. Alors moi aujourd'hui, je suis celui qui a Devin Booker le plus bas, je l'ai 7e. Et moi, alors je l'ai déjà expliqué dans d'autres épisodes, à refaire. Et oui, parce que ceux qui nous ont envoyé le DH20, les auditeurs le savent, en fait, quand on envoie le classement, après, on a peut-être envie, surtout à l'intérieur de ce groupe-là, de ces 6-7 joueurs, on a un peu envie de changer tout ça. Et moi, j'avoue qu'en rebossant le dossier Devin Booker, je suis un peu embêté, les gars. Alors, première chose, effectivement, je suis d'accord avec toi, Amine, pour ce qui est du pull-up par rapport à Devin Booker, c'est un joueur qui se classe, si on regarde les saisons régulières, qui flotte autour de la moyenne NBA. Alors là, ses pull-ups sont un peu plus durs que la moyenne en général. Donc je pense que c'est à prendre en compte, notamment sur le pull-up à 3 points, etc. La manière dont il est défendu, ça c'est une évolution peut-être importante aussi, à voir à quel point l'anomalie s'explique pas parce qu'il a juste un autre joueur top 10 DH20 à côté de lui, ce qui est une nouveauté pour lui. Le fait est qu'en fait, moi, quand je regarde les pull-ups ou même les isolations, en fait, parce que j'ai été revoir les isolations de Devin Booker et il y a un truc qui m'a fait un petit peu tiquer quand même. C'est-à-dire que j'ai pris les 3 dernières campagnes de playoff pour Devin Booker et globalement pour tous les autres joueurs. Je l'ai déjà expliqué dans le DH1. Pour moi, les 3 dernières années, c'est un peu la base sur laquelle je veux m'appuyer. Il y a 52 joueurs ou campagnes de playoff, plutôt, il y a 52 campagnes de playoff à plus de 30 ISO. Sur ces 52 campagnes-là, la campagne 2023 de Devin Booker, elle est 4e. C'est-à-dire qu'il a réalisé une des meilleures campagnes à l'ISO des 3 dernières années, derrière Damian Lillard qui était incandescent en 2021, James Harden et Ja Morant. Mon problème, c'est qu'en fait, quand je regarde les stats en saison régulière ou les stats dans les autres campagnes de playoff, il n'y a aucune donnée qui m'amène à penser que c'est un des 10 meilleurs joueurs même ou un des 5 meilleurs joueurs à l'ISO de la NBA. Et moi, du coup, je vais vous amener sur ça, les gars, à quel point c'est une anomalie, en fait, ce qu'on a vu. Même chose par rapport à la réussite au tir, en fait. J'ai été regarder les campagnes à plus de 100 tirs à 3 points en playoff. 50 tirs à 3 points en playoff, pardon. Il y en a un paquet. Il y en a 688 depuis la création du tir à 3 points. Beaucoup de chiffres, là. 688
campagne de playoff à plus de 50 tirs. Sur les 688, il est classé 9e en termes de réussite. Il a une des meilleures campagnes à 3 points en playoff de l'histoire, sachant que les shoots sont ultra difficiles. Donc en fait, moi, ma question, Constant, je vais te relancer là-dessus, c'est la question de l'anomalie en fait. À quel point c'est réel ce qu'on a vu sur les derniers playoffs, parce que c'est une des meilleures campagnes offensives de ces dernières années. Et moi, je me demande vraiment à quel point, les gars, si ce qu'on a vu, c'était la version ultime offensive de Devin Booker, s'il est ne serait-ce qu'à 75% de ça, est-ce qu'il descendrait pas un petit peu au classement? Moi, je vous avoue que ça ressemble quand même à un joueur très fort qui était sur des standards un peu inhumains. Je pondérais ça en disant plusieurs choses. Déjà, Amine a parlé du pourcentage de pull-up à 3 points de Devin Booker. Il faut savoir que Devin Booker n'est pas dans le range d'utilisation du 3 points que peut être un Damian Lillard, que peut être un Stephen Curry. 51% de ses tirs sont des mi-distance. Si on prend juste son pourcentage au pull-up au global, c'est un joueur qui est depuis 3 saisons consécutives aux alentours des 50% de réussite en pull-up, ce qui est déjà correct. Après, au niveau de son anomalie en playoff, bien sûr que c'est un coup de chaud. Bien sûr que c'est impossible de reproduire ce qu'il a produit sur ces 11 matchs de play-off. Mais encore une fois, je tempérerais en disant que oui, il a pris un coup de chaud, mais ce coup de chaud offensif a pris le pas sur d'autres compartiments du jeu que moi je trouve en progrès et qui du coup n'ont pas été mis en avant tellement il mettait tout dedans. Sur son playmaking, je trouve que à partir du moment où Chris Paul se blesse, c'est-à-dire le game 2 contre les Nuggets, Devin Booker reprend la quasi-intégralité du playmaking avec Kevin Durant qui fait un peu de playmaking secondaire. Et là, je l'ai trouvé intéressant dans ce domaine. Défensivement, je trouve que on est un joueur qui est en progrès, qui avait commencé en étant un défenseur vraiment moyen, voire en dessous de la moyenne NBA, pour finalement, alors je ne dis pas que c'est un défenseur d'élite, mais moi je trouve que c'est un bon défenseur qui est capable de faire de bonnes choses lorsqu'il se concentre. On l'a vu notamment sur certaines campagnes de playoff. Donc, effectivement, sa réussite est une anomalie sur cette campagne de playoff 2023. Mais dans le registre, je trouve que ça ne doit pas gommer pour autant les améliorations qu'il a pu faire dans son jeu et même sur sa capacité de scorer. En fait, pour moi, Devin Booker, c'est le bad shot maker ultime. Et pourtant, je ne suis pas un grand fan des bad shot makers, mais pour moi, c'est celui qui arrive à être efficace tout en étant un bad shot maker. Alors effectivement, en isolation, il sera jamais aussi efficace que ce qu'il a été sur la campagne de playoff. En termes de pull-up à 3 points, c'était n'importe quoi. Il était à 58% de réussite sur les tirs contestés, donc c'est difficile de reproduire ce niveau de performance, mais je trouve que sur sa capacité à scorer, sur sa capacité à faire du playmaking et sur sa capacité à défendre, pour moi, il se démarque des autres. Et même si l'an prochain, il est à 75% du niveau de shotmaking qu'il a pu avoir, bah pour moi, oui, ça reste toujours un joueur qui est dans ces eaux-là du Dajou. Je vais me faire une nouvelle fois l'avocat du diable et Amine, je te donnerai la parole. Alors moi, j'ai deux choses. Par rapport à, je suis d'accord, on est tous d'accord pour dire que c'est une anomalie. Moi, je me demande à quel point, du coup, une baisse de régime à 3 points, alors c'est peut-être une vision un peu plus analytique, poserait problème dans sa valeur globale s'il retournerait sur plus de midi, pas plus de mi-distance, mais en tout cas, si le mi-distance, il conserve sa réussite à mi-distance, mais si le 3 points descend, pour moi, ça enlève un peu de son intérêt. Première chose. Moi, sur le côté défensif de Devin Booker, je trouve qu'il a plus d'intérêt dans sa polyvalence que dans son réel niveau. C'est-à-dire qu'en fait, sur ses playoffs, quand on regarde les joueurs qu'il a le plus défendu, il a plus défendu Michael Porter Jr., Westbrook, KCP, Murray. Donc en fait, il peut jouer des joueurs off, il peut défendre des joueurs off-ball, des joueurs on-ball. Ça, je trouve que c'est assez intéressant. Après, on va y revenir notamment sur le cas du joueur juste après. Moi, j'ai du mal à donner beaucoup de valeur à... On a un niveau du DH20 dans lequel, pour moi, le fait de compter quelque chose comme un réel avantage, une réelle plus-value, il faut être plus que bon dans cette catégorie-là, il faut être borderline élite et il n'y a encore pas en fait défensivement par rapport à d'autres. Dernière chose sur le playmaking, c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que c'est devenu un bon playmaker qui est capable, je pense, de sanctionner les équipes qui doublent sur lui, qui blitzent sur lui. Il y a notamment beaucoup de passes quand il est déjà en hauteur, il arrive à trouver la passe, mais ça reste pour moi un deuxième porteur de balle idéal et c'est là où j'ai un peu un problème à beaucoup valoriser. On va expliquer ça et je fais un peu patienter les auditeurs. Moi, je valorise beaucoup une deuxième arme à ce stade du classement quand c'est une vraie deuxième arme. C'est-à-dire qu'en fait, on est face à l'élite de la NBA. Être bon playmaker, c'est plus suffisant parce qu'en fait, quand on regarde le top 12,
il y a, quand tu es bon playmaker, tu es 5e du top 12 en fait. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui sont des génies du playmaking. Donc, c'est peut-être dans la valeur par rapport aux autres que j'ai un petit peu moins donné de crédit à ça. Amine, encore une fois, je précise parce qu'on sait que c'est Twitter, etc. Je l'ai quand même 7e de mon classement. Hein, donc, j'estime beaucoup À Devin Booker. regret. Amine, vas-y. À regret, ouais. En fait, c'est intéressant, je vais revenir sur plusieurs choses que tu as dites. Déjà, je suis assez d'accord un peu sur ce que tu as dit. Par exemple, je vais prendre le playmaking en premier, c'est la dernière chose que tu as dite. Je suis un peu d'accord, même si je trouve que c'est un peu plus qu'un bon playmaker, parce qu'en fait, dans justement là où on classe un peu les joueurs, les meilleurs playmakers que lui, il leur manque des trucs par rapport à Booker pour être au-dessus. Et il y a des playmakers qui sont bien meilleurs que lui, qui n'ont pas aussi certaines armes qu'ont Booker. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. On joue un petit peu avec les classements là-dessus. Je trouve, moi, ce qui me plaît déjà en premier chez Devin Booker, c'est un peu ce côté complet aujourd'hui. Il y a vraiment un peu tout. Et il y a quelque chose d'assez élite, c'est que c'est un bad shot maker élite, comme l'a dit Constant. Il y a une caractéristique élite et il y a un peu de tout quand même, de manière plutôt bonne. Sur la variance, je vais revenir un petit peu sur la variance aussi. Je pense que les playoffs ont démontré quelque chose aussi, c'est que avoir Kevin Durant à côté de soi, ça aide justement à prendre des meilleurs shoots parce qu'il y a toute la dangerosité qu'a Kevin Durant. Alors ça pourrait être un argument contre Devin Booker. Pour moi, c'est un argument pour, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, il n'a pas eu de joueur du niveau de Kevin Durant à côté de lui et que a fortiori, normalement, l'année prochaine, il aura Kevin Durant à côté de lui et il aura aussi Bradley Beal qui n'est pas non plus le pire joueur off-ball et on-ball. Donc, ça permet d'avoir plusieurs possibilités. Moi, je pense que Devin Booker, il peut s'éclater encore plus et peut-être avoir une meilleure efficacité en saison régulière, en tout cas par rapport aux précédentes. La saison prochaine, ça ne m'étonnerait pas, étant donné qu'il est dans un peut-être meilleur contexte pour lui. Et du coup, moi, j'ai surtout, on va dire, gratifié le fait que aujourd'hui, Devin Booker, il est le leader d'une franchise qui est un sérieux candidat à la finale NBA au moins, et qui est le numéro 1 d'une équipe où il y a Kevin Durant, même si c'est Kevin Durant de 2023, qui a Kevin Durant dans son effectif. Ce qui est très bien avec Amine, c'est qu'il me fait mes arguments, en fait. C'est qu'il explique ma pensée mieux que moi, je n'explique ma pensée. Parce qu'effectivement, Amine a dit un truc très vrai, c'est que si on prend les joueurs de ce tiers, de ce deuxième ou de ce troisième tiers en fonction des tiers, bah oui, t'as tel joueur qui va être meilleur en termes de playmaking, mais qui n'a pas le pull-up à 3 points. T'as tel joueur qui va être meilleur défensivement, mais qui n'a pas le playmaking. Encore une fois, c'est pas par défaut, parce que voilà, je considère que c'est un très bon joueur, mais on revient sur mon point du plus complet. C'est que il coche à peu près toutes les cases. Alors, il coche pas toutes les cases en étant élite, parce que sinon il serait plus haut, mais il coche quand même toutes les cases, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Au niveau du playmaking, c'est pas un playmaker, enfin, comment expliquer? Devin Booker, lorsqu'il a la balle, il cherche à scorer, ce qui est peut-être pas forcément le cas d'autres joueurs, présents tout au long du Dash 20 auquel on a évoqué. Par contre, il y a un point qu'il faut quand même pas négliger, c'est que ces 3 dernières années, il a joué à côté d'un des meilleurs playmakers de l'histoire avec Chris Paul. Donc, c'est pas le rôle que tu lui demandais. On attend de voir la saison prochaine des Suns où il va être peut-être le playmaker principal, à voir comment va être, voir comment Frank Vogel va faire son utilisation vis-à-vis de Bradley Beal et vis-à-vis de Kevin Durant. Mais ça va être le porteur de balle primaire, je pense, de cette équipe des Suns. Et Booker, les 2 saisons avant l'arrivée de Chris Paul, il jouait en tant que meneur, il jouait en tant que usage très élevé, énorme porteur de balle. Il a été capable de tourner à 6 ou 7 passes de moyenne. Donc le projet Point Booker, on l'a déjà vu, c'était dans des équipes qui étaient pas terribles, on est d'accord, mais c'est pas non plus un point qu'il faut complètement négliger. Et je pense que l'absence de Chris Paul, ou en tout cas le départ de Chris Paul, qu'on a déjà vu un petit peu en termes d'échantillon au moment où il s'est blessé sur le playmaking, je pense que le départ de Chris Paul va peut-être permettre à Booker de hausser son niveau de playmaking parce qu'il aura plus de responsabilités dans ce domaine-là. On a beaucoup parlé de Booker, on va enchaîner. Petite chose, parce que, alors je veux pas juste passer pour le hater de Booker, c'était un peu pour jouer le rôle de l'avocat du diable. Rappelons aussi que peut-être, et c'est peut-être là le plus important, ça a été un peu évoqué, mais off-ball surtout, un joueur qui est extrêmement menaçant. Il y a cette stat, alors encore une fois, il faut s'en méfier, hein, mais cette stat de la gravité
on-ball et off-ball que propose Basketball Index. Et c'est le seul joueur NBA avec Stephen Curry qui est top 10 dans les deux catégories. Et c'est vrai qu'il y a cette peur, cette crainte qu'il inspire loin du ballon, parce qu'on sait que c'est un joueur qui dégaine, vous l'avez très bien dit les gars, et porteur de balle, encore une fois, j'ai été un peu dans le rôle de l'avocat du diable, c'est un joueur au niveau des lectures qui s'est amélioré, etc. Donc je vous rejoins. C'est encore une fois, c'est un joueur qui, je pense que le débat top 10, Devin Booker, un peu pour les anciens du DH20 comme moi, qui se posait à un moment, se pose plus trop, en tout cas, au niveau même des votes des auditeurs, ça a l'air de se ressentir. Avançons, et petit détail, rappelons qu'au niveau des points, que j'oublie parfois de rappeler, Devin Booker a empoché 108 points. Alors pour ceux qui... Pas du tout. Devin Booker Si, 108 points. Je vais m'y retrouver parce qu'il y a beaucoup de notes. 108 points. Donc, alors, pour rappeler le système des points, il y a donc 8 classements dans ce DH20. Chaque première place rapporte 20 points, deuxième place 19 points, etc. Pourquoi je parle de 108 points? C'est qu'en fait, techniquement, si on prend le total global, Booker est niveau points un peu plus proche des deux joueurs dont on va parler aujourd'hui, qui eux sont vraiment tellement proches qu'ils ont été plus ou moins départagés par votre classement à vous, chers auditeurs. Avant d'enchaîner, je vous rappelle, comme d'habitude, si vous nous découvrez, de nous suivre. J'ai pas envie de dire sur X, donc suivez-nous sur Twitter, suivez-nous sur les plateformes de podcast et également sur YouTube. On va enchaîner par le joueur qui se classe à la 6e place, c'est Jason Tatum, qui a donc empoché 113 points. Vous voyez, petit décalage de 5 points. 13e en 2020, 12e en 2021, 8e en 2022, 6e donc en 2023. On monte, on est sur un profil qui monte année après année, et on est surtout sur un profil où, eh bien, on est peut-être sur celui à l'intérieur de ce groupe-là, du deuxième ou troisième groupe, selon comment on veut l'appeler, qui fait le plus grand consensus, c'est-à-dire qu'il est 6e ou 7e partout, à l'exception de Tom, qui est la 9e, mais et c'est là où ça devient un peu compliqué, je vais le dire lentement, il n'a aucune 5e place. C'est-à-dire qu'en gros, on le classe tous peut-être comme le 2 ou 3e joueur de ce troisième groupe dont on parle beaucoup en ce moment. Amine, je vais me tourner vers toi. Donc du coup, dans ce groupe, je rappelle, qui est composé de Kevin Durant, de Joel Embiid, de Devin Booker, de Jason Tatum et du joueur qui sera au-dessus, c'est celui qui a la médiane la plus haute, mais qui est jamais 5e. Pourquoi en fait? Comment tu peux expliquer ça? Je pense qu'en fait, c'est un peu dur pour Jason Tatum, mais il laisse un peu de marbre finalement par rapport aux expectations, à ce qu'on attend de lui Aux attentes. finalement. Oui, aux attentes, voilà, excuse-moi. Et du coup, en fait, c'est un joueur dont il est difficile de critiquer beaucoup de choses finalement. On a parlé de Booker tout à l'heure. On est sur un type de joueur, même si c'est pas le même poste, c'est pas la même taille, on est quand même sur un type de joueur assez similaire, c'est-à-dire qui joue beaucoup sur son pull-up, sur son mid-range aussi, sur le 3 points, et qui peut-être meilleur défensivement que Booker, et encore, bon, il est dans un bon système défensif, donc ça serait intéressant de le voir ailleurs pour en être sûr. Et j'ai le sentiment que Jason Tatum, on veut il devrait être le 5e normalement. Il a toutes les armes en main pour l'être, mais il faut qu'il prenne encore plus en main les Boston Celtics, tout simplement, qu'en fait, il n'y ait aucune réflexion possible sur le fait qu'il est le leader incontesté de l'équipe, même si c'est le leader de l'équipe, mais j'ai envie de dire je sais pas, il y a peut-être un côté, j'ai un peu de mal à m'exprimer sur le sujet. C'est Jokic, on avait du mal à le mettre numéro 1 du DH20, donc c'est à des eaux différentes. On avait du mal à le mettre numéro 1 du DH20 alors qu'il était MVP, qui sortait des saisons historiques. Sur des eaux un petit peu plus faibles, on a du mal à le mettre vraiment clairement le 5e, parce que on attend plus de lui en fait. On attend le step final. Peut-être un step qui est aussi collectif. Moi, j'attends surtout un step. Je ne sais pas si ça arrivera, je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il faut attendre de lui, mais moi j'attends un step au niveau du playmaking, qui soit vraiment le joueur qui organise même si, attention, hein, Jason Tatum est un bon playmaker. J'espère qu'il va devenir un playmaker d'un niveau supérieur à ce qu'il est déjà actuellement, et qui prenne les choses en main. Voilà pourquoi moi je l'ai classé 7e, je l'ai donc derrière Devin Booker, parce que finalement je le trouve moins complet que Devin Booker. Eh bien, je vais me permettre d'enchaîner parce que moi, j'ai Jason Tatum devant Devin Booker. Alors, première chose, je pense qu'il y a le biais des ailiers. Parce qu'en fait, moi, au niveau défensif, alors je pense que il est déjà meilleur, en fait, même si on pondère avec le rôle et le poste. Je pense que Jason Tatum est meilleur. Et moi, si
c'est pour ça que j'ai pas réagi tout à l'heure quand vous parliez du joueur le plus complet de ce groupe-là. Pour moi, c'est Jason Tatum, en fait. C'est-à-dire que en termes de scoring, défensivement, capable de prendre des rebonds, playmaking. Encore une fois, le playmaking, ça dépend où on classe le standard, en fait. Par rapport à sa position, il est très très fort. Par rapport aux autres joueurs qui groupent et qui sont très en haut du DH20, il va être dans la moyenne, en gros, globalement. Donc pour moi, en fait, il est un peu parfait. Et pourquoi expliquer son classement pour répondre à la question, c'est qu'en fait, pour moi, c'est celui qui offre le moins de défauts. Et allez, je vous accorde Devin Booker. C'est les deux qui offrent le moins de défauts, en fait, dans le groupe qu'on a. Et que du coup, je pense que tu peux te convaincre que Jason Tatum, il joue tout le temps, par exemple. Ce qui n'est pas le cas des joueurs dont on a parlé précédemment, les cas Kevin Durant, Joel Embiid. Défensivement, il apporte cette rigueur-là. Il y a aussi le fait d'être plutôt constant en saison régulière, qui est parfois reproché aux joueurs qui est au-dessus, sur lequel on va revenir, ce qui n'est pas forcément vrai. Donc je pense qu'il y a vraiment cette sensation-là. Et de l'autre, pourquoi il n'est pas cinquième? Parce qu'en fait, encore une fois, dans cette même idée que je vais un peu encore plus travailler au fil du podcast de OK, on est à un stade du classement où la plupart sont tous des gros scoreurs. Bah, c'est quoi la deuxième compétence clé de Jason Tatum? On va y revenir. Ce côté défensif, moi, je vais un peu m'attarder là-dessus un peu plus tard. C'est bon, mais on est à un stade du DH20 où, encore une fois, dans une catégorie, il faut plus que tu sois bon, il faut que tu sois élite pour que ça soit considéré comme un vrai avantage. Et il n'est pas à ce niveau-là, selon moi. Donc, j'expliquerai son classement comme ça. Constant, comment tu expliquerais le classement de Jason Tatum? Mais on va enchaîner petit à petit avec cette question du playmaking dont tu as parlé un peu, Amine. Ah, vous avez dit beaucoup de choses. Déjà, je vais revenir sur un point qu'a dit Amine. Pour moi, Devin Booker ne joue pas du tout comme Jason Tatum. Il y a quand même un point où Devin Booker, un tir sur 2, c'est un mid-range, alors que Tatum, 2 tirs sur 5, c'est un 3 points. Et en gros, il prend 28% de tirs à mi-distance, ce qui est quasiment 2 fois moins que Devin Booker. Jason Tatum est un joueur qui joue beaucoup plus proche du cercle ou à 3 points. Tu as parlé, Ben, du fait qu'il cochait toutes les cases. Et bah, justement, on arrive sur mon premier problème avec Jason Tatum, c'est que l'efficacité au pull-up chute d'année en année. La première saison où il devient élite, c'est la 2019-2020, où en termes de pull-up, il est à 40%, notamment à 3 points. Et ensuite, vous regardez 2020-2021, 21-22, 22-23, l'efficacité au pull-up, que ce soit à 3 points ou au tir global, ne fait que chuter. Cette année, il était à 29% de réussite sur les tirs en pull-up à 3 points. Donc, il y a un moment où faut et il a compensé ça cette année en prenant plus de catch and shoot, alors que sur les précédentes années, il prenait quasiment pas de catch and shoot, notamment à 3 points. Cette année, le rapport d'équilibre est quasiment du 50-50. Donc ça, déjà, c'est un premier point sur lequel je me dis, si Jason Tatum n'a plus cette capacité de pull-up, qu'il a compensé avec du catch and shoot en allant un peu plus sur la ligne des lancers cette année, parce qu'il avait connaissance de ses difficultés, déjà, tu as un joueur qui est de moins bonne qualité, qui est de moins bonne facture que Devin Booker. En termes de playmaking, je trouve que c'est un playmaker honnête, mais je le trouve pas non plus excellent. Enfin, c'est le troisième meilleur playmaker de son équipe quand, il y a le 5 majeur des Celtics. Alors avec le départ de Smart, il va peut-être avoir plus de responsabilités parce que Smart avait beaucoup de responsabilités au playmaking. Mais je trouve que pour son poste, oui, mais le niveau de playmaking chez les ailiers a tellement évolué et a tellement progressé ces dernières années que je le trouve pas non plus, si bon que ça, ou je le trouve pas supérieur à l'ailier moyen en NBA. Après pourquoi, il est pas cinquième? Je pense qu'on a un biais qui est, c'est un ailier et qu'on sort d'une décennie exceptionnelle d'ailier et Mmh. qu'il est pas au niveau de LeBron James et qu'il est pas au niveau de Kevin Durant. Alors on peut pas lui imputer, mais du coup quand on voit un joueur de Jason Tatum, c'est une formule que j'ai utilisée il y a de ça plusieurs mois quand on avait parlé de Tatum en off, j'avais dit: «C'est le premier des humains et pour le reste, tous les joueurs qui sont au-dessus, c'est des extraterrestres». J'ai toujours ce prisme-là avec, Jason Tatum où pour moi, c'est vraiment un excellent joueur, mais il a pas on va saluer Elon Musk, il a pas ce X factor. Pour moi, il manque c'est très difficile d'expliquer pourquoi on l'a, derrière d'autres joueurs, parce que Tatum en soi, il est difficilement, critiquable, mais il a pas ce côté, je sais j'aime pas dire cet argument, mais il a pas ce côté X factor que peut avoir un joueur comme Devin Booker, que peut avoir un joueur comme Kevin Durant, que peut avoir un joueur comme Damian Lillard. Pour moi, disons que sa moyenne est plus régulière que d'autres joueurs. Par contre, ses hauts sont plus bas que les hauts d'autres joueurs. Est-ce que ça, je vais te lancer, Amine. Je t'ai vu beaucoup bouger, donc je me suis dit, tu as beaucoup de choses à dire. Moi, les gars, je maintiens que ça, c'est parce que si on fait
un top du DH20, c'est-à-dire on prend les catégories les plus importantes. Gravité, par exemple, capacité à scorer en isolation, défense sur le porteur de balle, défense, protection de cercle, etc. Il est dans les catégories les plus importantes, il y en a très peu où il sera top 3, top 4, top 5 en fait. Et pour moi, c'est ça le problème du profil de Jason Tatum, cette espèce de double capacité dont je vais parler. Tous les mecs qui sont au-dessus de lui, et même le cinquième dans une partie, je vais essayer de défendre ça. Ils ont un truc où c'est tous des gros scoreurs. Déjà, tu as un moment du Dash 20 où c'est que des mecs, j'ai fait les recherches, ils ont tous des cartons à plus de 40 points en playoff ces 3 dernières années, plusieurs. Donc en fait, pour moi, dire que Tatum est un gros score, c'est pas un argument à ce stade de la compétition. Mais encore une fois, c'est quoi sa deuxième grande double compétence? C'est pas assez suffisant pour moi. Et c'est ça le X factor pour moi. J'ai réussi à le comprendre en faisant mon DH20, c'est ça. Il n'y a pas de deuxième truc pour défendre sa candidature. Amine, je te laisse enchaîner. Ouais, bah, là vraiment, je pense qu'on a fait énormément le tour. Ce que je voulais dire déjà par rapport à joueur similaire à Booker, c'est plutôt joueur qui se crée son tir énormément, qui joue de l'isolation finalement. Effectivement, c'est pas les mêmes types de tirs qu'ils prennent, mais qui jouent beaucoup d'iso finalement, même si Tatum est dans un collectif où la balle bouge plus. Et moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que finalement, que ce soit Tatum, Booker et le joueur qu'on n'a pas encore cité, c'était quand même assez difficile de les classer pour la bonne et simple raison. C'est quelque chose qu'a très bien dit Constant tout à l'heure aussi, c'est que c'est pas seulement Tatum finalement, c'est les trois, c'est les premiers humains en quelque sorte. Si on prend en compte à la fois les playoffs et la saison régulière, parce que sinon il y a peut-être des gens en dessous qui pourraient être dans les extraterrestres, mais malheureusement les playoffs des fois ça ne marche pas. Du coup, en fait, là on est face aux premiers humains en quelque sorte, et c'est difficile de les classer parce qu'en fait c'est pour ça que Booker finalement, moi je l'ai au-dessus de Tatum, c'est que je lui trouve peut-être une qualité élite plus évidente, en fait, que celle de Tatum. En fait, ça s'est joué à très peu de choses. C'est-à-dire que j'ai pas envie qu'on croie que, surtout que Tatum est un joueur que j'aime beaucoup et qui est un joueur vraiment intéressant et qui a montré encore en playoff, il traîne parfois une réputation de pas toujours être bon en playoff. Ça lui arrive, comme ça lui arrive aussi de sauver les miches de son équipe aussi. J'en sais quelque chose, j'ai envie de dire. Et ah si, quand même. Et en tout cas, J'arrive. en tout cas, je sais plus où j'en étais. Oui, tout ça pour dire que ça s'est joué à très peu de choses. Disons que j'ai sur Booker par rapport à Tatum, pourquoi moi je l'avais un tout petit peu en dessous, c'est que j'estime que les caractéristiques élites de Booker sont plus fortes que chez Tatum aujourd'hui. Ça s'est joué juste vraiment à ça. Et encore, c'est vraiment sur des petits détails, quoi. Il a dit qu'il arrivait, il est arrivé. Constant, vas-y. Non, mais en fait, le cas Tatum, si tu devais le comparer, c'est que si Tatum était un élève, il aurait 13 de moyenne partout. Il aurait 13 partout. Là où un Booker aurait peut-être 11 d'un côté, mais 17 dans une autre catégorie. C'est peut-être pour ça aussi que on a plus de réticence, ou on est peut-être moins emballé par un joueur comme Tatum que par un joueur comme Booker. C'est qu'il y a vraiment un domaine où Booker, il va être exceptionnel. Un autre où il va peut-être être moins bon que Tatum. Mais comme Tatum, c'est ce que je dis au niveau des hauts et au niveau de sa moyenne, c'est que la moyenne de Tatum, elle est peut-être la plus élevée de ce troisième tiers, mais au niveau des hauts, bah, dans chaque catégorie, il y aura effectivement, comme tu l'as dit Ben, 1, 2, voire 3 joueurs de ce tiers qui seront meilleurs que lui. Après, au niveau des playoffs, justement, c'était un point que j'ai abordé dans la conversation quand on a fait la trame, c'est que à quel point tu as parlé à quel point on était biaisé par la campagne de playoffs de Devin Booker, à quel point on est biaisé par le fait que si la saison des Celtics se termine au match 6 avec la performance de Jason Tatum au match 6, il est il est pas à cette place-là, il est plus bas. Il est plus bas. Je pense qu'il est derrière Joel Embiid et potentiellement derrière Kevin Durant. Et toute ma problématique, c'est que Jason Tatum en playoff, notamment ces 2 ou 3 dernières années, il a été capable de sortir des performances monstrueuses. Le game 6 contre Milwaukee, c'est le game 5 contre Miami, il y a de ça 2 ans, enfin en playoff 2022, où il est vraiment capable de sortir des matchs références où effectivement, c'est pas sur l'intégralité d'une série, mais c'est sur un match, c'est le meilleur joueur, alors qu'en face, il y a des joueurs qui sont top 5, top 6 des H20.
Le problème, c'est que ce match 6 contre, Philadelphie, c'est un match que les Sixers doivent gagner. Enfin, si ça avait été n'importe quelle autre équipe que les 76ers, le match, il était déjà plié et oui, Jason Tatum met les gros tirs en fin de match, mais il faut pas oublier que pendant tout le match, il y a un match gigantesque de Marcus Smart, on ne parle pas assez, qui permet de maintenir les Celtics à flot pendant que Tatum est pas du tout dans le rythme, enfin vraiment, hormis les 4 dernières minutes du 4e quart-temps, c'est vraiment une catastrophe. Il y a le game 7 qui est historique, donc ça, je vais pas revenir dessus et en dehors de ça, sa série contre Miami, elle est moyenne, elle est pas, il est pas en réussite. Alors il compense en allant sur la ligne des lancers, mais elle est pas non plus exceptionnelle. C'est un argument que je vais utiliser lorsqu'on va évoquer, le joueur juste après. Donc pour moi, Jason Tatum, si jamais ça s'était terminé du côté de Philadelphie avec ce game 6, il est beaucoup plus bas que ce que l'on aurait, que ce que l'on aurait mis actuellement et hormis son game 7 où Philly est déjà mort avant même de se ramener au TD Garden, bah, sa série contre Miami, je la trouve pas exceptionnelle non plus. Au moins, pour répondre à ta question, Tatum serait plus haut parce qu'en fait, c'est Embiid qui est descendu. C'est peut-être en fait, pour Mmh. moi, c'est encore le même pas le problème, mais en tout cas la réalité du cas Tatum depuis que je fais le DH20 maintenant. Je parle comme un ancien, j'en ai 4 maintenant. Tatum, pour moi, il monte parce qu'en fait, à chaque fois, je descends les joueurs de la manière dont je fais mes classements, je descends les joueurs qui sont devant lui. Et c'est là où, par exemple, je pense que pour revenir à ce petit duel où je pense que je suis tout seul, mais là où je l'ai descendu par rapport à Booker, c'est que moi, par exemple, en termes de playmaking, je trouve la différence existe peut-être, mais pour moi, elle n'est pas abyssale. Là où défensivement, le fait que Tatum puisse défendre de 1 à 4 lui permet encore une fois d'être dans cette bonne moitié des bons joueurs de ce tir-là. Et le fait que je pense que les flashs de Jason Tatum sont beaucoup plus hauts défensivement que ceux de Devin Booker. Et par rapport au pull-up, tu vois, et c'est comme ça que je vais résumer en fait Jason Tatum. Par rapport au pull-up, je suis d'accord avec toi, il est en descente constant, mais c'est là où je me dis que moi je prends le fait que c'est une anomalie ce qu'on a vu de Devin Booker. Donc en fait, ça résume un peu le cas de Jason Tatum, c'est qu'en fait, tu l'as très bien dit, c'est le bon élève, mais moi, tant que j'ai pas le développement de cette double compétence ou de quelque chose de plus fort, quel que ce soit, je sais pas ce que sera cette double compétence, j'attendrai, je le laisserai là. On va finir sur le Catatoum, les gars. On en a parlé dans le Duncan Friends avec Azad, on vous met les liens dans la description, on vous invite à aller l'écouter. Est-ce qu'on croit à des progrès au playmaking? Vraiment. On grille un peu notre dernière partie, mais est-ce que moi, je n'y crois pas. Pour moi, il y a prototypes qui pourraient, des prototypes de joueurs qui ont été top 4 DH20 dans l'histoire du DH20, entre guillemets, duquel pourrait se rapprocher Jason Tatum, mais c'est pas le playmaking qui l'amènera jusqu'ici. Moi, je suis un peu sceptique sur ça. En quelques mots, je sais pas ce que vous en pensez, Amine. Je suis sceptique aussi. Je suis sceptique aussi, je l'espère en fait, mais disons qu'il est déjà à un bon niveau, donc augmenter, enfin un bon niveau. Il a des capacités de playmaking intéressantes et du coup, je sais pas à quel point il peut l'augmenter. Ça passera forcément en fait par plus de responsabilités au playmaking, ce qui effectivement, comme l'a dit Constant, risque d'arriver parce que Marcus Smart est parti et peut-être qu'on va vite avoir la réponse. J'ai envie de dire pourquoi pas quand même quand on voit les progrès par exemple d'un Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, je parle de la version Toronto, n'était pas aussi bon au playmaker que celle qu'on a vue ensuite aux Clippers. Par la force des choses, parce qu'aux Clippers, il n'y avait pas de playmaker autour de lui. Donc, est-ce que par la force des choses, Tatum peut. On sait quand même que c'est un travailleur, c'est un bosseur, il peut progresser sur certains aspects. Est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas, mais j'ai envie de dire, je suis plutôt sceptique, mais pourquoi pas? Pour moi, l'axe de progression, elle est pas dans sa notion de playmaking. Enfin, c'est pas, comme tu as dit Ben, le scénario où Tatum se retrouve plus haut dans le DH20, pour moi, ça passe pas par une progression playmaking et j'attends de Mhm. voir déjà comment ça va se passer du côté de Boston, si l'effectif reste, comme ça avec Jason Tatum qui va être alors il était déjà premier porteur de balle, mais qui va être ton second créateur, derrière potentiellement, Derrick White, avec le départ de Marcus Smart, donc j'attends de voir. Il va se retrouver avec le profil de Porzingis qui est plus un finisseur, donc j'attends vraiment de voir ce que ça va donner au playmaking. On le saura assez rapidement, je pense, un peu comme pour, Devin Booker, mais il y en a un où je suis confiant, il y en a un autre où je me dis: «Ça peut s'améliorer», mais en fait, si tu compares aux autres postes, bah, ce sera bien, mais il sera toujours un moins bon enfin, c'est bête à dire, mais il sera toujours un moins bon créateur qu'un arrière, qu'un meneur, voilà, donc dans ce prisme des ailiers,
il sera peut-être un peu meilleur que l'ailier moyen au niveau du playmaking, mais ce sera pas un argument valable pour le faire monter encore plus haut que sa position cette année. Eh bien, enchaînons. Tu as parlé d'ailier. À la 5e place, à cette fameuse 5e place, nous avons Jimmy Butler, 5e avec 114 points, donc un petit point de plus que Jason Tatum. Alors là encore, on est sur un joueur qui va peut-être diviser parce que chez les auditeurs, on le retrouve 10e, Jimmy Butler. Donc j'avais déjà parlé de Devin Booker qui était 9e chez les auditeurs, 7e chez nous. Encore plus d'écart pour Jimmy Butler, 5e chez nous, mais au classement global, et 10e chez les auditeurs. Jimmy Butler, c'est un peu le yo-yo dans le DH20, 9e en 2020, 13e en 2021, 9e en 2022, 5e cette année. C'est donc son plus haut classement dans le DH20. Allez, je vais commencer avec toi, Amine. Je te donnerai la parole après, Constant. J'ai pas envie que tu sois à chaque fois dans le 3e. Est-ce qu'on fait pas un peu l'impasse sur la fin de ces playoffs? Parce que oui, 5e après un premier tour contre Milwaukee. Giannis Antetokounmpo le met probablement 5e après la série. Mais est-ce qu'on fait pas l'impasse sur ce qui s'est passé après, tout simplement? Alors c'est un cas très compliqué. Déjà, moi, je l'ai mis 5e. Et en fait, je vais confesser quelque chose qui n'est pas bien, mais il y a eu un côté, j'avais du mal à départager les 3 joueurs dont on a parlé aujourd'hui, et l'affect, je pense, a joué à un dernier moment parce que même si c'est que presque une saison à Philadelphie, ce qui nous a apporté à l'époque et ce que j'ai vu pendant à chaque fois pendant les campagnes de playoffs quasiment, c'est toujours bis repetita, c'est-à-dire que si on jugeait Jimmy Butler uniquement sur les saisons régulières, effectivement, là, ça serait très compliqué pour lui le DH20, hein. Ça serait quand même compliqué. En tout cas, il serait pas dans les mêmes eaux qu'il est après à chaque campagne de playoff. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose, une notion qui est difficile à quantifier et qui peut paraître un peu galvaudée, mais le leadership de Jimmy Butler en playoff, justement, c'est pas seulement ses performances qui augmentent, c'est ce côté général de bataille et qu'il le fait tellement bien. Là, on est sur un joueur que on sent que ses coéquipiers, même si parfois ça se passe pas toujours bien avec ses coéquipiers, n'empêche que sur le terrain, généralement, ils ont envie de se battre avec lui pour aller à la guerre. Alors oui, effectivement, il y a peut-être sûrement j'ai du mal à dire qu'il y a des surchauffes avec Jimmy Butler en playoff parce que j'ai juste l'impression que la saison régulière, il joue un peu tranquille et qu'en playoff, on voit le vrai Jimmy Butler. Alors le plus gros problème de classer Jimmy Butler aussi haut, c'est pour le coup, c'est le joueur qui n'a pas le pull-up dans notre classement. Et c'est un vrai problème, mais en même temps, moi je vous pose la question, comme ça vous pourrez répondre tout de suite. Jimmy Butler qui a un pull-up, à quelle position il se situe? Jimmy Butler avec un pull-up fiable. Je ne parle pas d'un pull-up parce qu'il a vraiment pas de pull-up, Jimmy Butler. Mais je parle d'un pull-up à 33-34%, que ce soit à 3 points à mi-distance. Alors là, on est dans du basket fiction, hein. Je pense que vu Oui, l'âge de Jimmy Butler, l'arme du pull-up, elle sera plus là. Mais, non, effectivement. après, C'est est-ce qu'on est biaisé par, enfin, est-ce qu'on oublie le reste de ces playoffs? Non. Enfin, la série contre Milwaukee, elle est surhumaine, d'accord. Mais la série contre Boston, il y a quand même le match 1 et le match 2 où il est loin d'être mauvais. Bon, il fait des mauvaises finales, ça on est d'accord. En même temps, Jason Tatum, quand il fait des finales 2022, il est moins bon que Jaylen Brown. Je fais un coucou à Azad, voilà. Mais donc voilà, ça c'était gratuit. Mais non, Oui, non, mais il y a des saluts dans des podcasts interposés, c'est le métaverse. Ok. non, non, mais voilà, mais non, mais après pour le reste, enfin, Jimmy Butler déjà sur l'argument de cette saison régulière, moi je trouve que sa saison régulière l'an dernier a été bonne. C'est juste que la différence oui, entre le Butler de régulière et le Butler de playoff, c'est pas l'investissement défensif, c'est pas les autres registres du jeu, c'est juste qu'il prend plus de tirs. C'est que ça devient un joueur héliocentrique à partir du moment où les playoffs arrivent. Il y a très peu de joueurs dans ce tiers-là, dans ce troisième tiers, qui élèvent autant leur niveau de jeu que Jimmy Butler lorsqu'arrivent les playoffs. Ben, tu parlais de la variance des classements de Butler en fonction des années. Bah, l'année où il est 13e, c'est l'année où le Heat se fait sweeper au premier tour par les Bucks. Mais en dehors de ça, tu as finale NBA en 2020, finaliste de conférence en 2022 où il fait des finales de conférence qui sont énormes, finaliste NBA en 2023. Donc, je trouve que encore une fois, oui, la série contre Milwaukee est tellement surhumaine qu'ensuite tu ne peux avoir qu'une baisse de régime, surtout qu'il y a, une incertitude au niveau de la blessure aux chevilles dès la série contre les Knicks. Mais, heu,
pour moi, ça ne doit pas quand même faire oublier le reste et notamment le match 1 et le match 2 contre Boston où il est très bon. Et si on prend dans cette optique de comparaison avec, Jason Tatum, les 2 sont souvent comparés en plus, que ce soit dans les DH20 ou que ce soit, sur la vie générale, c'est souvent une comparaison entre ces 2 joueurs. Bah, je trouve pas personnellement que Jimmy Butler fasse une moins bonne série que ce qu'a pu faire Jason Tatum lorsque les 2 se sont affrontés en finale de conf, cette année. Donc un peu biaisé par les playoffs, oui, mais il y a un moment où il faut constater en l'état ce qui a été fait et ce qui a été fait par Jimmy Butler, c'est quand même un run de playoffs qui est extrêmement solide. Alors, je vais revenir sur 2 choses. D'abord, sur l'argument de la saison régulière. C'est vrai qu'il y a souvent et je l'ai déjà porté cet argument de Jimmy Butler un peu moins bon en saison régulière. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai été compiler toutes les stats horribles. Vous savez, les stats qui, en un chiffre, sont censés résumer l'impact d'un joueur. Ce qui est bien, c'est que parfois, elles disent pas les mêmes choses. En fait, je me suis dit, OK, si je vais voir, j'en vois 5 ou 6, elles me disent quoi de la saison régulière de Jimmy Butler? Donc, estimated plus-minus, quatrième. Real plus-minus, 14e. LeBron, quatrième. Raptors, cinquième. Daily plus-minus, 12e. Donc, en fait, des stats qui parfois classent des joueurs, enfin, certaines, je sais pas, vont classer Drew Holiday, cinquième, par exemple, pour vous donner une idée. Des stats tout en un qui classent des choses très différentes et qui parfois vont mettre des joueurs très haut ou très bas, il est dans le top 15 partout. La saison régulière de Jimmy Butler, elle est très très bonne. En fait, déjà, c'est un joueur que rien que sur sa saison régulière, contrairement à l'année où il avait été 13e justement, où il avait été blessé en particulier, sur sa saison régulière, il aurait justifié de rester dans le top 10 déjà. Là où moi j'ai voulu un peu tacler, c'est que je pense que là, en le mettant cinquième, on est un peu sur la version haute de la projection de Jimmy Butler, je pense, quand on le met cinquième. C'est-à-dire que dans ce grand groupe-là, ce troisième groupe de joueurs, encore une fois, comme je l'ai dit, où il y a Devin Booker, où il y a le même Jimmy Butler, où il y a Jason Tatum, où il y a Kevin Durant, où il y a Joel Embiid, c'est peut-être le haut de la projection de Jimmy Butler que de le mettre cinquième. Moi, ce que j'ai beaucoup valorisé par rapport à Jason Tatum, je pense qu'il est moins bon dans beaucoup de domaines du jeu, peut-être à l'heure actuelle. Ce qui est du shoot, tu l'as dit, Amine, il n'y a pas de Mmh. pull-up. Moi, j'ai beaucoup parlé de cette deuxième capacité-là. Alors, je vais choquer, je pense, mais je pense qu'en termes de défense sur l'homme, ils sont beaucoup plus proches l'un de l'autre qu'on le pense, je pense, sur séquence. Par contre, la grande différence, le playmaking défensif de Jimmy Butler, il crée des turnovers, il crée des actions défensivement. Et ça, c'est quelque chose que je valorise beaucoup, en fait. Pour faire une comparaison, la saison NFL a repris. Pour faire une comparaison, pour moi, Jimmy Butler, c'est un défenseur qui crée des turnovers. Il y a un moment, c'est bien d'être un bon défenseur, mais créer des pertes de balles. Et ça, Jimmy Butler, surtout sur les campagnes de playoffs, c'est un maestro pour faire ça. Donc ça, j'ai beaucoup valorisé ça. Comme tu l'as dit, Amine, on a un moment du classement, c'est très difficile de faire des différences. Et cette différence de playmaking défensif, c'est un élément dont on n'a pas parlé, c'est quelque chose que j'ai voulu vraiment mettre en avant et c'est ça qui a fait la décision parce que j'ai aussi Butler cinquième. Je te laisse réagir, Amine, ou tu peux partir sur les questions que j'ai mis dans la trame, c'est comme tu veux. Je pensais juste à un truc, c'est dans la vision qu'on a un peu de Butler par rapport principalement peut-être aux 2 joueurs qu'on a avant. C'est dans l'imaginaire un peu collectif, de par comment s'est déroulée un peu sa carrière Jimmy Butler, on a un peu l'idée que en fait, il serait parfait en numéro 2. Là, il est Mmh. numéro 1, il serait parfait en numéro 2 et les autres, on les imagine jamais autrement que des numéros 1 et lui, celui qui serait parfait en numéro 2, c'est celui qui emmène son équipe le plus loin en tant que numéro 1 finalement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que finalement, Si, si. il est censé être normalement moins capable que les gars qui sont en dessous de lui d'amener son équipe aussi loin à chaque fois, et pourtant il le fait régulièrement. Et ça, en fait, c'est une force qui est difficilement mesurable. Alors, je vais revenir sur un peu la saison régulière. Ce que je voulais dire, c'est il était moins dans quelque chose qui frappait à l'œil, évidemment. Mmh. Jimmy Butler, je l'avais par exemple dans mes All-NBA Teams, il fait une saison régulière très très bonne. C'est juste que lorsqu'arrive le playoff, on a l'impression que sur certaines campagnes, et notamment sur celle de Milwaukee, même si c'était presque irréel, on a l'impression que c'est par séquence le meilleur joueur de la planète. C'est ça qui est fou en fait. Alors que c'est un joueur qui finalement est limité justement par son profil de joueur. Et tu as parlé du playmaking défensif. On est aussi sur un très bon playmaker offensif, un très bon créateur pour les autres. Et du côté de Miami, ça se partageait un petit peu avec Kyle Lowry et Bam Adebayo sur le playmaking, et ça travaillait plutôt bien et ça a toujours été un bon playmaker. Donc pareil, on a aussi
comme les 2 autres, le côté un peu complet. Sauf qu'il y a peut-être cette touche en plus justement du côté underdog et puis voilà, moi je le reconfesse, il a 33 ans, c'est peut-être la dernière fois qu'il aura la possibilité d'être aussi haut dans le classement, surtout si un certain trade arrive et que j'ai du mal à le voir en justement vraiment numéro 1 de la franchise. En tout cas, ils seront 2 à se le disputer, et du coup, bon, bah, voilà, c'est l'année où Jimmy Butler est le premier des êtres humains pour moi, en tout cas. Faut noter aussi peut-être dans le scoring, moi je trouve un peu alors si on veut, là on est beaucoup dans le positif, je trouve on a parlé du tir, je le trouve trop dépendant du drive et c'est ce qui le tue quand physiquement ça tient plus en fait. Et ça a Oui. déjà plusieurs fois pas tenu physiquement et il faut en parler aussi ça. Physiquement dans l'impact, il est numéro 1 du DH20 ou en tout cas parmi les joueurs qu'on a dans le DH20, physiquement dans l'impact physique et dans l'intensité, il est très, très haut. Constant, je te laisse continuer ou réagir par rapport à certaines choses. Non, mais après, enfin, le côté Butler, c'est que ce qui est paradoxal, c'est moi je l'ai sixième, donc je l'ai devant Tatum et je l'ai derrière Booker. Mais au niveau défensif, je suis d'accord avec vous, c'est que je suis d'accord sur 2 points. Le premier, c'est que ce n'est plus le Jimmy Butler des grandes années de Chicago. T'as plus, il a le syndrome Kawhi Leonard, c'est tu n'es plus l'un des meilleurs défenseurs. En même temps, il faut voir la charge offensive que tu as de l'autre côté à te farcir. Donc c'est difficile d'être l'un des meilleurs défenseurs extérieurs quand tu as une charge offensive aussi élevée. Et deuxièmement, c'est ce que tu as dit Ben, Jason Tatum et Devin Booker sont des bons défenseurs, mais Jimmy Butler peut te faire gagner des matchs sur des situations défensives, ce qui n'est pas le cas pour moi des 2 autres joueurs. Après sur ce côté, dont vous avez parlé un petit peu playmaking, moi je trouve que c'est un meilleur playmaker déjà que, Jason Tatum. C'est un playmaker qui est moins bon peut-être que Devin Booker, mais ça c'est meilleur que Tatum. Et après sur ce côté dépendant du drive et sur ce côté aspect physique, je suis d'accord, mais il y a un point en fait, il y a 2 trucs élites chez Butler pour moi. De un, c'est la provocation de faute. C'est peut-être l'un des meilleurs joueurs pour provoquer des lancers, Mmh. sur les feintes de tir, sur les parce qu'on parle de l'absence de pull-up pour Jimmy Butler, mais malgré tout, les adversaires ont suffisamment peur du tir pour mordre à la feinte et pour provoquer des 2 lancers. Donc ça, pour moi, déjà, c'est une qualité en soi. Et deuxièmement, c'est effectivement le playmaking défensif. Alors, il joue avec Bam Adebayo. En termes de playmaking défensif, on est quand même sur un autre joueur qui a un QI très élevé, mais de l'autre côté, Jason Tatum joue avec, alors Ford, il jouait avec, Marcus Smart, donc encore une fois des joueurs avec un QI défensif très élevé et tout en n'ayant pas le même niveau. Donc oui, hem, Butler, disons que c'est peut-être l'année où il sera le plus haut de toutes les années, parce que sa performance a été, excellente, mais je trouve que c'est l'un des joueurs qui élève le plus son plancher en playoff et qui a été le plus régulier dans ses performances. C'est-à-dire que sur les dernières années, je peux dire que, ouais, peut-être sur les 3 dernières campagnes de playoff, allez, 2021, ils se font sweeper. Allez, sur les 2 dernières années, Jimmy Butler est le joueur le plus régulier en playoff. En termes de très haut niveau, c'est peut-être Jimmy Butler et je trouve ça intéressant de noter parce que vous en avez parlé. Aujourd'hui, on traite de Booker, Tatum, Butler. Ces 3 joueurs, durant un moment dans les playoffs qui a été plus ou moins bref, ont ressemblé à des meilleurs joueurs du monde. C'est-à-dire que Jimmy Butler, il y a la série contre Milwaukee. Devin Booker, pardon, il y a, la série contre les Clippers, il y a toute sa campagne, hein, globalement. La série contre les Clippers et surtout le match 3 et 4 contre Denver où il est historique. Jason Tatum, bon, il y a les 4 minutes du game 6 et il y a le game 7. C'est pour ça que j'ai dit que c'était plus court. Du coup, il est 7e. Mais ces 3 joueurs-là ont, à un moment, ressemblé à un meilleur joueur du monde. Je trouve ça intéressant de le noter. Là où je serais moins d'accord sur ce point-là et c'est justement j'allais y venir donc transmission de pensée, Booker a ressemblé au meilleur attaquant du monde pendant les playoffs. En fait, moi je pense que globalement ça s'est entendu, je suis beaucoup moins fan de la défense de Devin Booker. Jason Tatum a été très bon, mais en fait pour moi la notion de meilleur joueur du monde, tu l'as dit, c'est très court la notion. Et le truc de Jimmy Butler sur sa série, c'est qu'en fait il y a les 2 côtés du terrain et c'est ça en fait moi, les 2 choses à la fin qui ont décidé la place de Jimmy Butler par rapport à celle de Jason Tatum, c'est cet aspect playmaking défensif et cet aspect en fait, là où dans ce groupe-là, j'ai parfois mis des malus à des joueurs, je me suis dit qu'en fait, je n'ai jamais vu sur ces 3 dernières années ou même cette campagne de playoff, les très hauts de Jimmy Butler sur des matchs entiers. Les pics de Jimmy Butler sont trop élevés par rapport à ceux de Jason Tatum, en fait, tout simplement. Ben alors, moi, du coup, si je peux justifier pourquoi je l'ai mis en dessous de Booker, par exemple, du coup, j'ai Booker 5, Butler 6 et Tatum 7, c'est que
c'est vraiment dans ma conception de ce que je valorise le plus au basket. Jimmy Butler, il a 2 trucs élites, ce qui n'est pas le cas de Devin Booker. Par contre, Devin Booker, il a le pull-up à mi-distance et à 3 points. Donc pour moi, ce facteur, le fait d'être élite, le rend pour moi plus valuable et meilleur que les 2 facteurs élites que peut avoir Jimmy Butler. Un mot de la fin, Amine, avant qu'on bascule sur les petits détails de classement. Ouais, j'aimerais juste ajouter un tout petit truc, c'est, dont on parle rarement, assez, c'est justement en playoff, la capacité de mettre ses lancers francs et Jimmy Butler, généralement, quand il s'agit de mettre les lancers francs en playoff, il y a pas trop de problèmes et c'est très important et ça ajoute un petit côté, un petit plus, quoi. Et comme l'a dit Constant, en fait, il va chercher ses fautes et il met ses lancers francs ensuite, donc c'est important en playoff. Eh bien, avançons, les gars. Donc, petit rappel aujourd'hui, on a donc parlé de Devin Booker 7e, on a parlé de Jason Tatum 6e et de Jimmy Butler 5e pour terminer aujourd'hui. Alors, pourquoi les a-t-on classés ainsi? La question, en l'occurrence, on y a plus ou moins répondu, la question de Matram pendant tout l'épisode. Juste une petite question. On a beaucoup parlé de ces joueurs, on a mis en avant leurs défauts, etc. Et on vous a beaucoup parlé dans ce DH20 d'un quatuor de 4 joueurs qui sont au-dessus, que maintenant vous pouvez commencer à deviner. Question, et je veux un seul choix, qui a le plus de chances de passer dans le quatuor de tête? Je vais reprendre l'ordre qui m'a permis de lancer l'épisode. Amine, on commence par toi. L'année prochaine, le quatuor de tête devient un quintet. Qui a rejoint le quatuor de tête? Devin Booker, parce que pour moi, il a le meilleur environnement pour passer, le cran au-dessus. Constant. Voilà, j'ai été court. C'est obligé de devenir un quintet? On peut pas rester à quatuor? Ça va être compliqué, hein, de rejoindre le quatuor. Mais si je devais mettre une piécette, je dirais, allez, je vais parier, je vais dire Tatum. Ça va à l'encontre de ce que je dis, mais peut-être Tatum avec, un argument que je vais développer sur ta prochaine question. C'est vrai que moi, j'aurais tendance à parier Tatum et tu l'as très bien fait. Constant, il faut noter la différence. Je l'ai déjà fait de nombreuses reprises. Il y a un vrai gap entre les quatre et on est plus ou moins tous d'accord à une exception près dans l'équipe pour dire qu'il y a 4 joueurs qui sont au-dessus. Moi, je voterai Tatum parce que, alors je ne l'ai pas dit tout à l'heure, avant de terminer cette émission. Pour moi, la voix de Jason Tatum, c'est... pour moi, il y a 2 modèles d'ailiers qui ne sont pas playmakers qui peuvent rentrer très haut dans le DH20. C'est soit... Alors, je précise, je ne compare pas les niveaux offensifs. C'est soit en dehors du scoring, le modèle Kevin Durant défensivement, c'est-à-dire il devient beaucoup plus efficace à l'aide et pour protéger le cercle, mais en fait, il n'a pas les dimensions physiques de Kevin Durant, la longueur, etc. des bras, donc je ne pense pas qu'il puisse le faire. Et la deuxième chose, c'est le profil Kawhi Leonard, où il faut qu'il soit un meilleur playmaker défensif. Ça, j'y crois plus que les progrès en playmaking de Booker, qui selon moi doivent être très très grands pour qu'il entre dans le top 4 du DH20. Et je suis inquiet parce que Constant, tu m'as dit ta prochaine question, je vois pas de prochaine question dans ma trame. Qu'est-ce que tu veux me dire, Constant, du coup? C'était pas quel point peuvent-ils améliorer? Eh bien, vas-y, c'est la question bonus qui était écrite à l'encre blanche. Quel point doivent-ils Il me améliorer? semblait que Vas-y, c'était dans la trame, mais bon, c'est pas grave. Non, pour moi, Jason Tatum, il peut rejoindre ce quatuor si il devient Kawhi Leonard en termes de réussite sur le pull-up. De réussite parce que, voilà, Kawhi, c'était, sur la seconde partie de saison en termes de pull-up, c'était n'importe quoi et si Jason Tatum retrouve les niveaux d'efficacité au pull-up qu'il a pu avoir sur la saison 2019-2020, ou en tout cas pas être en dessous de tout en termes de pull-up comme ça a pu être le cas cette saison, avec les progrès qu'il a fait dans le jeu par rapport à la saison 2019-2020, notamment au playmaking, s'il devient un joueur très fort, peut-être même élite, mais ça va être compliqué, mais s'il devient un joueur très fort en pull-up, notamment à 3 points, avec sa progression avec la progression qu'il a eue pour aller chercher des lancers et son efficacité près du panier, il peut peut-être rentrer dans cette catégorie. Un mot de la fin, Amine? Ouais, juste pour préciser, du coup, comme j'ai été très court sur Booker, moi, Vas-y. moi j'ai parlé du contexte, en fait, et je pense vraiment qu'avoir 2 joueurs capables de sanctionner off-ball est un super contexte pour Devin Booker, sachant qu'il est lui aussi capable de sanctionner off-ball avec les autres quand ils ont le ballon dans les mains. Et je pense qu'il va gagner en efficience, en efficacité, et que si demain Devin Booker n'est pas celui qu'on a vu en playoff, mais il ressemble un peu plus, bah, ça va être difficile quand même de ne pas le considérer, très haut. Peut-être, je suis assez d'accord avec Constant, peut-être plus dans un quintet, que ça deviendrait, mais en tout cas, très haut.
Eh bien, on va terminer là-dessus pour éviter de faire trop long. Rappel donc du classement actualisé qui devrait s'afficher sur la vidéo pour YouTube. Et pour ceux qui nous écoutent en podcast, rappel, allez, on prend une grande respiration. 21e donc, Jamal Murray. J'adore répéter le 21e parce qu'il y a Constant aujourd'hui, donc c'est pour ça. Une honte. 21e Jamal Murray. 20e D'Aaron Fox. 19e James Harden. 18e Jalen Brown. 17e Paul George. 16e Bam Adebayo. 15e Ja Morant. 14e Donovan Mitchell, 13e chez Gilgeous Alexander, 12e LeBron James, 11e Anthony Davis, 10e Damian Lillard, 9e Joel Embiid, 8e Kevin Durant. Et donc aujourd'hui, on a ajouté à la 7e place Devin Booker, à la 6e place Jason Tatum et à la 5e place Jimmy Butler. Rappelons que à la 5e place fantôme, ou 4e selon votre choix, il y a Kawhi Leonard. C'est quoi cette place fantôme? Si vous avez écouté le premier épisode du DH20 sorti il y a quelques jours, vous savez de quoi je parle. Si ce n'est pas le cas, foncez et allez l'écouter pour savoir quel subterfuge on a utilisé cette année pour classer Kawhi Leonard, qui est peut-être pour le mot de la fin, celui qui est promis à la 5e place, Amine. Je n'ai pas réagi à ce moment-là. C'est peut-être Oui, pas Jason Tatum, en fait. C'est Kawhi Leonard, en fait, Oui, du coup. oui. Mais on est vraiment dans la manière d'attirer les auditeurs vers plus de contenu. Écoutez la première partie pour savoir ce qu'on a fait du cas Kawhi Leonard cette année. En tout cas, merci Amine, merci Constant. On a beaucoup discuté comme d'habitude dans ce mois DH20, 2-3 profils. N'hésitez pas à réagir, que ça soit dans les commentaires Spotify que je publie de plus en plus, donc merci beaucoup. Dans les commentaires sur YouTube, sur Twitter, je ne dirai jamais X parce que bref, sur Twitter. Et puis nous, on se retrouve très vite. On en a beaucoup parlé de ce quatuor de tête. Donc, on va bientôt l'entamer avec des joueurs qui divisent, mais beaucoup de, peu d'Américains. On était beaucoup sur l'Américain aujourd'hui, les États-Unis, On un va United voyager. States of America. On voyage beaucoup. On va beaucoup voyager avec le Top 4. Donc, merci Amine, merci Constant. Et on se retrouve très vite pour la suite du DH20. Salut! Salut! Ciao.